On entend tout le temps parler de croissance économique. On nous donne des chiffres, plus 2%, moins 1%, un peu comme un bulletin météo. Mais très souvent, ce chiffre, il semble complètement déconnecté de ce que les gens vivent au quotidien. Ah oui, complètement. On nous annonce une croissance, mais beaucoup ont l'impression de s'appauvrir ou de faire du surplace. Alors, est-ce que c'est juste une impression ou est-ce qu'il y a quelque chose que ce chiffre brut ne nous dit pas? C'est toute la question. Et la réponse est oui, ce chiffre cache souvent l'essentiel. Aujourd'hui, on va un peu mener l'enquête. On va prendre les outils des économistes, les décortiquer et voir ce qu'ils mesurent vraiment. Et surtout, ce qu'ils ratent. Et pour que ce soit concret, on va s'appuyer sur des données qui concernent l'économie tunisienne. D'accord. Notre mission, si on veut, c'est de comprendre pourquoi une économie en croissance peut quand même laisser ses habitants sur le bord de la route. J'aime beaucoup cette idée d'enquête. Alors commençons par le premier suspect. L'indicateur le plus célèbre, le produit intérieur brut, le fameux PIB. Pour évaluer le niveau de vie, on ne regarde pas le PIB total, mais le PIB par habitant, c'est bien ça? Exactement. L'idée de base est assez simple. On prend toute la richesse créée dans le pays en un an, c'est le gâteau national si vous voulez, Le gâteau, oui. et on le divise par le nombre d'habitants. On regarde la taille de la part de gâteau que chacun recevrait si la répartition était parfaitement égale. D'accord. Pour la Tunisie, en 2019, par exemple, les données nous disent que ça représentait à peu près 8 250 dinars par personne. Ok, 8250 dinars. Ça donne un ordre de grandeur. Mais j'ai l'impression qu'on tombe déjà sur un premier problème. Le mot moyenne est souvent un piège, non? Vous mettez le doigt dessus. C'est le piège fondamental du PIB par habitant. Imaginez, on est 10 dans une pièce et chacun gagne 30 000 € par an. Le revenu moyen est de 30 000 €. Simple. Logique. Maintenant, si un milliardaire entre dans la pièce, le revenu moyen va exploser. Il va passer à plusieurs millions. Est-ce que les 10 personnes du départ sont devenues plus riches pour autant? Bien sûr que non. Pas du tout. Leur situation n'a pas bougé d'un iota. C'est une image très parlante. Voilà. Donc, le PIB par habitant nous donne une photo, mais c'est une photo très floue, qui écrase toutes les différences, et qui peut être complètement déformée par les extrêmes en fait. C'est précisément ça, c'est un indicateur utile pour des comparaisons très larges, entre pays par exemple, mais il ne dit rien sur la répartition des richesses. Et surtout, il est statique, c'est une photo d'un instant T. Il ne nous dit pas si la situation s'améliore ou se dégrade. D'accord. Donc la photo est floue. Pour y voir plus clair, il nous faut un film. Et c'est là qu'intervient le deuxième outil de notre enquête, le fameux taux de croissance annuel, celui qu'on entend partout. Oui, le taux de croissance, c'est notre caméra pour mesurer le mouvement. L'idée est toute simple, on regarde de combien le gâteau a grossi ou a rétréci en un an. D'accord. Et on exprime ce changement en pourcentage par rapport à la taille du gâteau de l'année d'avant. C'est une façon de mettre l'évolution en perspective, quoi. Et les exemples tirés de nos sources sur la Tunisie sont frappants. En 2017, le taux de croissance était de plus 2,4%. C'est positif, hein, on pourrait se dire que tout va bien. C'est l'interprétation classique, oui. Le gâteau national a grossi de 2,4% par rapport à 2016. L'économie a créé plus de richesses. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si on saute à 2020, les mêmes sources nous donnent un chiffre de moins 9,1%. Moins 9,1%. La chute est vertigineuse là. Ah oui, Le gâteau a fondu, et pas qu'un peu. On imagine bien que ça correspond à la crise du Covid-19, qui a dû mettre à l'arrêt des secteurs entiers comme le tourisme. absolument. Le tourisme est vital pour la Tunisie. Ce chiffre n'est pas abstrait. Il reflète un choc économique bien réel. Et c'est là qu'il faut être prudent sur l'interprétation. Une erreur très courante est de dire le taux de croissance a diminué de 9,1%. Non. Ah oui, ce n'est pas ça. Non. C'est le PIB, la richesse, le gâteau, qui a diminué de 9,1%. Le taux de croissance, lui, est juste l'outil qui mesure cette baisse. C'est une nuance importante. D'accord, c'est noté. Le taux de croissance, c'est le thermomètre, pas la température elle-même. Mais parfois, parler en pourcentage, ça peut sembler un peu abstrait. Les sources mentionnent une autre façon de voir les choses, le coefficient multiplicateur. Ça sonne un peu technique comme nom. C'est juste un mot un peu savant pour une idée très intuitive en fait. Au lieu de se demander de combien de pourcents ça a augmenté, on se demande par combien ça a été multiplié. Ah, d'accord. Pour notre exemple de 2017, avec une croissance de 2,4%, le coefficient multiplicateur était de 1,024. Le PIB de 2016 a été multiplié par 1,024, c'est tout.
Ah oui, c'est plus direct en fait. Si le chiffre est plus grand que 1, ça a augmenté. S'il est plus petit que 1, ça a baissé. C'est un bon truc pour se faire une idée rapidement. C'est un excellent raccourci mental. Et les deux sont liés mathématiquement. Ce sont deux manières de raconter la même histoire. D'accord. Le taux de croissance vous dit de combien ça a bougé. C'est une mesure de la vitesse du changement. Le coefficient multiplicateur, lui, vous dit où vous êtes arrivé par rapport au point de départ. C'est une mesure de la distance parcourue. C'est une super analogie. Vitesse et distance. Bon, on a maintenant nos outils, on a la photo floue et on a le film du mouvement de l'économie. Mais on n'a toujours pas résolu notre énigme de départ. Pourquoi une croissance de plus 2,4% peut-elle être ressentie comme une stagnation par les habitants? La réponse ne se trouve ni dans le PIB par habitant seul, ni dans le taux de croissance seul, j'imagine. Vous avez mis le doigt sur le cœur du problème. La réponse se cache dans un facteur qu'on oublie presque toujours de mettre dans l'équation. Lequel? La démographie, la croissance de la population. Ah, le nombre de convives qui veulent une part du gâteau. C'est exactement ça. La question la plus importante n'est pas est-ce que le gâteau a grossi? La vraie question, c'est est-ce que le gâteau a grossi plus vite que le nombre d'invités à la table? D'accord. La véritable mesure de l'évolution du niveau de vie, c'est la croissance du PIB par habitant. Attendez, ça veut dire que pour savoir si on s'est enrichi en moyenne, il faudrait calculer le PIB par habitant de cette année, puis celui de l'année dernière, et ensuite calculer le taux de croissance entre ces deux chiffres. Ça a l'air incroyablement lourd comme calcul, personne ne fait ça en pratique. Heureusement, il y a un raccourci, une approximation qui est incroyablement éclairante. Pour avoir le taux de croissance du PIB par habitant, il suffit de faire une simple soustraction. Le taux de croissance du PIB moins le taux de croissance de la population. Une simple soustraction. Oui, c'est le résultat de ce match, de cette course entre la richesse et la population, qui nous donne la vérité. Une simple soustraction. C'est fou que ce calcul ne soit pas plus souvent mis en avant. Ça change tout. Tout d'un coup, on comprend que trois scénarios très différents peuvent se cacher derrière un chiffre de croissance positif. Précisément, déroulons ces trois scénarios parce qu'ils expliquent tout. Premier scénario, le cas idéal, l'amélioration. Imaginons que le PIB de la Tunisie croisse de 4%. C'est un bon chiffre. Mais dans le même temps, sa population augmente de 1%. D'accord. Le calcul est simple, 4% moins 1%, ça donne plus 3%. Le niveau de vie moyen augmente de 3%. Voilà, le taux de croissance du PIB par habitant est de plus 3%. Le gâteau a grossi bien plus vite que le nombre de convives. En moyenne, la part de chacun a augmenté. Le niveau de vie s'améliore. Ça, c'est le scénario qu'on espère tous. Mais il y a le deuxième cas, et je crois que c'est là que se trouve le cœur de notre énigme. Le piège de la croissance. C'est le piège, exactement. Imaginez maintenant que le PIB tunisien croisse de 2%. Les journaux titrent «L'économie tunisienne en croissance». On pourrait penser que c'est une bonne nouvelle, hein. Oui, a priori. Mais si, pendant la même année, la population a augmenté de 3%, que se passe-t-il? On fait la soustraction. 2% de croissance du PIB, moins 3% de croissance démographique, on obtient moins 1%. Moins 1%. Le PIB par habitant a baissé, c'est incroyable, le pays est techniquement plus riche, mais chaque habitant est en moyenne plus pauvre. C'est ça. La part de gâteau de chacun a rétréci parce qu'il y a eu trop de nouveaux invités par rapport au peu de gâteaux ajoutés. C'est donc ça, cette fameuse déconnexion entre les chiffres et le ressenti des gens. C'est exactement ça. C'est un phénomène très courant dans de nombreux pays en développement avec une forte croissance démographique. L'économie tourne, elle produit plus, mais elle n'arrive pas à suivre le rythme de la population. Le pays court en avant, mais les habitants, eux, reculent. Et il y a un troisième cas, j'imagine, celui où l'on court pour ne pas bouger, la stagnation. C'est le cas sur place. Le PIB augmente de 2% et la population augmente aussi de 2%. Donc 2 moins 2, ça fait 0. Résultat de la soustraction, 0. Le niveau de vie moyen stagne. Toute la richesse supplémentaire créée cette année a été, en quelque sorte, absorbée par les nouveaux arrivants. Pour ceux qui étaient déjà là, rien n'a changé. C'est l'image d'un pays sur un tapis de course. Il fait des efforts, il transpire, mais il n'avance pas d'un centimètre. Ces trois scénarios sont limpibles et ça me fait réfléchir. On reste sur une moyenne même avec ce calcul. Si la croissance du PIB par habitant est de plus 2%, mais que cette augmentation est entièrement captée par les 1% les plus riches, 99% de la population ne verra toujours rien. Cet indicateur, bien que meilleur, n'est-il pas lui aussi un peu trompeur? C'est une excellente objection. Et la réponse est oui.
Il reste un indicateur imparfait. Il corrige le biais de la démographie, ce qui est déjà un pas de géant, mais il ne dit toujours rien sur les inégalités de répartition. D'accord. Pour ça, il faut d'autres outils, comme le coefficient de Gini ou l'analyse des déciles de revenus, qui sont eux des instruments spécifiquement conçus pour mesurer l'écart entre les riches et les pauvres. Mais ça, c'est une autre enquête. Une autre enquête pour un autre jour, mais pour celle d'aujourd'hui, la conclusion me semble claire. Moralité, un chiffre de croissance du PIB balancé tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Pas grand-chose, non. C'est même potentiellement malhonnête de le présenter sans le comparer à la croissance de la population. Absolument. Pour évaluer la santé économique réelle d'un pays et le bien-être de ses habitants, il faut une boîte à outils, pas un simple marteau. Le PIB par habitant, c'est la photo de départ, floue mais utile. Le taux de croissance, c'est la caméra qui filme la dynamique du gâteau total. Oui, Mais la loupe, l'instrument qui révèle la vérité pour les gens, c'est cette simple soustraction. Croissance de la richesse moins croissance de la population. C'est seulement après ce calcul qu'on peut commencer à dire si la situation s'améliore, stagne ou se dégrade pour l'habitant moyen. On a résolu notre énigme. La déconnexion n'est pas qu'une impression, elle est souvent mathématique. Mais ça m'amène à une dernière pensée, un peu plus large. Toute notre discussion a tourné autour de la production de richesse monétaire, de la taille du gâteau. Oui, Mais si l'objectif final est de mesurer l'amélioration réelle de la vie des gens, est-ce qu'on mesure vraiment la bonne chose? c'est la question à 1 million de dollars. Et de plus en plus d'économistes s'accordent à dire que non, le PIB est un indicateur très limité du progrès humain. Il ne dit rien sur la qualité de l'air qu'on respire, sur le niveau d'éducation, sur l'accès aux soins, sur le temps libre, sur le bonheur. rien de tout ça. Il compte la production d'armes comme une bonne chose, mais ne compte pas le travail des parents au foyer. Exactement. Alors, en guise de pensée finale, je me demande, si on devait inventer un indicateur de progrès idéal aujourd'hui, quelle dimension non économique devrait-il absolument intégrer pour vraiment refléter une amélioration de la condition humaine? La santé, l'éducation, la qualité de l'environnement, le lien social. C'est une question vertigineuse, mais peut-être essentielle pour ne plus être prisonnier de la seule croissance.